le Gabon est un pays souverain et le Gabon décide en fonction de ses valeurs, en fonction de son idéal démocratique, en fonction de la trajectoire qu'elle se définit de la destinée de son pays. Et les citoyens gabonais, les populations gabonaises, le peuple gabonais est suffisamment mûr pour savoir ce qu'il veut. Le peuple gabonais est suffisamment mûr pour sanctionner le candidat qu'il ne voudra pas et aussi pour accepter le candidat qu'il voudra. Donc, par rapport à la France, parler de la France, c'est infantiliser le peuple gabonais et montrer à la face du monde que le Gabon n'est pas capable lui-même de définir la trajectoire qu'il veut. De putschiste à candidat, c'est ce que titrent énormément de journaux pour définir Brice Oligui Nguema, l'homme qui a arraché le pouvoir au Bongo après 2 ans de transition. Le Gabon donc s'apprête à tourner la page et à replonger dans l'arène électorale. Mais ces élections sont-elles verrouillées d'avance? Et pour en parler dans cet entretien du jour, nous sommes avec Mireille Mengue-Moto. Bonsoir. Bonsoir Madame Bemba, je suis enchantée d'être sur votre plateau et merci de m'avoir invitée. De même, alors vous êtes spécialiste des questions en géostratégie. Selon vous, Madame Mengue-Moto, avec seulement 4 candidatures validées sur 23 pour cette élection présidentielle, n'assistons-nous pas là à une parade orchestrée par Oligui Nguema pour légitimer encore son pouvoir? Je pense personnellement que chaque pays définit ses critères d'éligibilité dans la candidature à l'élection présidentielle. Et l'État gabonais s'est déterminé à définir ces critères, à définir les conditions dans lesquelles les différentes personnes qui veulent candidater doivent se situer. Et à cet effet, il y a eu bien sûr des éliminations par rapport au profil, par rapport au manquement des différents candidats. Et vous voyez également qu'on peut prendre le cas de la France ici. Il y a des conditions. Par exemple, en France, on demande d'avoir un certain nombre de signatures de maires. Et si vous ne faites pas, vous n'atteignez pas le quota de signatures de maires, vous ne pouvez pas candidater à la présidence. Et donc, le Gabon aussi s'est défini ses conditions et c'est ce qui expliquerait le fait qu'il n'y ait eu que quelques candidats de retenue. Mais comment peut-on parler d'élections libres et équitables alors quand le processus semble un peu quand même étroitement contrôlé? Contrôler, peut-être, je ne dirais pas forcément contrôler. Comme je vous le dis, il y a eu des conditions qui ont été définies et il appartenait aux candidats de pouvoir réunir des conditions et aussi il appartenait aussi à la classe politique gabonaise de pouvoir débattre sur ces conditions avant que la situation d'élection n'arrive. Donc il fallait vraiment que la classe politique qui s'oppose à ces conditions puisse peser de tout son poids afin que les conditions de candidater soient allégées et laisser un grand nombre de citoyens gabonais, ce qui est d'ailleurs l'avis de beaucoup de Gabonais, puissent candidater, qu'il y ait un grand nombre puisqu'on passe d'une ère d'un régime à un autre régime et je pense qu'il fallait beaucoup plus alléger les conditions de candidater, mais je ne dirais pas forcément que ce serait forcément contrôlé. Mais pourtant, le dossier du sénateur Jean-Rémy Yama, figure donc du syndicalisme gabonais, n'a pas été retenu, alors qu'il avait réussi à fédérer plusieurs autres candidats autour de lui. On veut savoir en soi de quoi Oligui Nguema a-t-il peur, selon vous, d'après vos analyses? Peur, c'est un grand mot. Je pense que c'est quand même un homme d'armes, un général, et je pense que ce n'est pas la peur ne fait pas partie de lui. Mais je pense qu'il y a eu justement ce critère de condition, et c'est ce critère de condition qui a pesé lourd dans l'élimination de ce candidat, qui est pourtant une grande figure de l'opposition gabonaise, et que nous aurions voulu vraiment que ce candidat fasse partie des personnes qui sont dans l'arène à la course au pouvoir. Malheureusement, justement, ça n'a pas eu lieu. Et
nous pensons qu'il faut que les conditions puissent être suffisamment allégées. Comme je le dis, ce sont des questions qui auraient dû être posées, qui auraient dû être débattues avant que l'on arrive à la période électorale pour qu'il y ait eu un grand nombre de citoyens qui puissent candidater. Il y en a qui ont été éliminés, par exemple, parce qu'ils n'obéissent pas à la condition de demeurer dans le pays pendant 2 ans. À cet effet, ceux qui sont dans la diaspora sont nombreux à ne pas avoir pu candidater à l'élection, ce qui est vraiment dommage de ma part, parce qu'il fallait qu'on laisse un grand nombre. C'est vrai que, comme le disait Montesquieu, la démocratie ne fonctionne pas dans l'anarchie. Il faut un certain profil, qui puisse comprendre les enjeux de la destinée d'un pays pour pouvoir candidater. Il ne faut pas aussi que ce soit n'importe qui, d'où le filtrage des candidats, d'où le fait qu'on corse les conditions pour qu'il y ait vraiment des personnes qui puissent comprendre ce que c'est qu'accéder à la magistrature suprême. Donc on peut dire qu'il y a une faille alors dans le processus électoral. Une faille, mais une faille qui je pense, ma foi, que c'est une faille qui a été laissée par la classe politique en général, qui ne concerne pas seulement le régime au pouvoir, mais aussi la classe politique qui devait poser cette question ou même saisir la Cour constitutionnelle bien avant que la période électorale n'arrive. En tout cas, en tête d'affiche, on a donc l'opposant Alain-Claude Billy-Binzé. Peut-il justifier vraiment sa crédibilité en tant qu'opposant alors que lui-même a servi sous 3 présidents en bongo successifs? Effectivement, le fait que le candidat Billy-Binzé se trouve dans l'arène politique fait en sorte qu'on émette un peu de réserve sur la période actuelle, sur cette nouvelle ère qui devait beaucoup plus faire en sorte que les personnages qui ont servi le régime passé ne puissent plus figurer. Malheureusement, on assiste au fait que ces personnages sont encore parmi les Gabonais qui veulent candidater et ça fait en sorte qu'on émette certaines réserves par rapport à la rupture qui était prônée dès le départ par les précurseurs de la transition. Et qu'en est-il de la campagne électorale qui doit commencer donc le 29 mars, mais le décret fixant la présidentielle ne précise pas de date pour le 2e tour prévu par la Constitution en cas de ballottage. Vous ne trouvez pas que cette absence de date pour le second tour reflète encore une fois cette volonté pour favoriser donc la victoire de Oligui Nguema dès le 1er tour? Je pense que pour un politicien averti qui va pour la course au pouvoir d'État, la campagne ne commence pas au moment où l'État fixe une date. La campagne commence bien avant. Il faut que la personne qui a l'ambition de briguer la magistrature suprême soit déjà préparée bien avant. Et son programme de société ait déjà une certaine influence dans la population pour pouvoir faire véhiculer ses idées et pouvoir faire accepter ses idées. Mais ce n'est pas au moment où véritablement la date est fixée qu'une personne avertie qui veut candidater à un poste aussi prestigieux, aussi important que la magistrature suprême doit commencer à battre campagne. Et c'est vrai que les délais sont courts, mais il faut faire avec. On va, comme on le dit dans le langage militaire, à la guerre comme à la guerre. Mais vous ne trouvez pas que cela peut renforcer un peu les soupçons au niveau des transparences du scrutin ? Les transparences du scrutin, nous allons en venir dans le cadre du fait que ce soit le ministère de l'Intérieur qui va organiser le scrutin. Dans l'ancien régime, c'était une commission qui était chargée d'organiser ces élections. Mais nous allons constater que ce n'est pas le fait de l'organe qui organise les élections qui constitue un problème. C'est plutôt le fait de l'intégrité des citoyens qui sont à l'intérieur de cet organe, qui doivent user de beaucoup de patriotisme, qui doivent user de beaucoup d'intégrité et d'honnêteté pour pouvoir faire en sorte que le verdict des urnes soit respecté parce que c'est la souveraineté du peuple qui est en train de s'exprimer. Et pour vous, est-ce que les conditions d'une élection véritablement démocratique sont-elles toutes réunies ?
Il est vrai qu'il y a des insatisfactions, il y a des insuffisances, comme dans toute œuvre humaine. Hein. Nous avons vu les élections aux États-Unis, par exemple, qui ont été très controversées. Les élections qui ont amené Joe Biden au pouvoir ont été véritablement controversées, au point où nous, les Africains, nous nous sommes demandé que les vieilles démocraties qui devaient nous montrer l'exemple sont encore en train de débattre sur ce problème, alors que par rapport à des pays qui sont comme des pays comme le Gabon, qui sont en train de courir vers l'idéal démocratique et qui sont en train d'apprendre cet idéal démocratique. Donc, c'est vrai qu'il y a des insuffisances, c'est vrai qu'il y a des insatisfactions, c'est vrai que tout n'est pas complètement réuni, mais je pense que le fait que nous sommes sous une nouvelle ère, nous pouvons donner une certaine crédibilité à cette organisation et bien sûr agir en conséquence si jamais on découvrait que ce n'est pas ce dont le peuple s'attendait. Et au niveau des têtes d'affiche de l'opposition, parce qu'on la voit un peu affaiblie, qui peut défier aujourd'hui l'actuel chef de la transition, selon vous ? Je pense que l'opposition va véritablement très affaiblie. Et fragmentée même. Vraiment très affaiblie du fait que l'ancienne opposition s'est fait phagocyter, si je peux le dire, par le candidat actuel. Et l'autre opposition a été éliminée parce que ne réunissant pas les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême, à l'élection. Et l'autre opposition qui se trouve à l'étranger, ayant aussi été éliminés du fait qu'ils ne sont pas sur le territoire, ils n'ont pas été sur le territoire depuis 2 ans. Donc l'opposition va véritablement affaiblir à cette élection. On espère vraiment que les choses vont s'arranger, mais ils sont véritablement affaiblis. En tout cas, le scrutin du 12 avril sera donc scruté de près, tant au niveau national qu'international, et surtout en France. Comment elle se positionne face à ces élections ? Par rapport à la France, je dirais que par rapport à la France, nous sommes un pays citoyen. Un pays souverain plutôt. Le Gabon est un pays souverain et le Gabon décide en fonction de ses valeurs, en fonction de son idéal démocratique, en fonction de la trajectoire qu'elle se définit de la destinée de son pays. Et les citoyens gabonais, les populations gabonaises, le peuple gabonais est suffisamment mûr pour savoir ce qu'il veut. Le peuple gabonais est suffisamment mûr pour sanctionner le candidat qu'il ne voudra pas et aussi pour accepter le candidat qu'il voudra. Donc, par rapport à la France, parler de la France, c'est infantiliser le peuple gabonais et montrer à la face du monde que le Gabon n'est pas capable lui-même de définir la trajectoire qu'il veut et qu'il faut forcément qu'il y ait des interférences. C'est parce que justement la France justifie son soutien à Oligui Nguema. Dans chaque candidat a ce qu'on appelle son lobby. Et le lobby est à l'international comme à l'intérieur du pays. Et justement, vous pensez que ça peut peser dans sa candidature ? Je ne pense pas parce que, comme je vous le disais, le peuple gabonais est un peuple qui est suffisamment mûr. Et on l'a vu par exemple parce qu'il s'est longtemps battu contre le régime, l'ancien régime, et il a réussi à faire tomber ce régime. Et aujourd'hui, il est aussi suffisamment mûr, il est suffisamment aguerri pour savoir quel est le candidat qu'il lui faut, quelle est la trajectoire. Et si jamais le peuple gabonais découvert que les élections n'ont pas été organisées de manière démocratique, ce peuple-là sera aussi capable de prendre position contre cette situation. Mais vous ne trouvez pas que justement, parce que le positionnement de la France est quand même important, étant donné que la coopération militaire franco-gabonaise a contribué à la grande renforcement des forces armées. Donc est-ce que la question en soi se pose pour les futures décisions électorales à venir, si les bases militaires françaises doivent-elles encore rester au Gabon après ces élections-là ? Je pense que le président de la transition se définit plus dans le cadre d'une rupture progressive et non pas une rupture maximaliste. Et cette rupture se fait également avec les alliés internationaux, notamment le principal allié, la France. Nous avons vu, par exemple, qu'il y a une sorte de redéfinition des rapports militaires entre la France et le Gabon qui se cantonne de plus en plus vers la formation,
plutôt que l'intervention militaire. Donc, au fur et à mesure, le Gabon est en train de réviser sa coopération militaire avec la France et, comme je vous le disais, la transition est en train de faire une rupture qui est progressive par rapport aux intérêts supérieurs de la nation gabonaise. On arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que pour vous, on doit avoir peur de la nouvelle démocratie gabonaise qui a été installée lors de la transition? Car la réforme constitutionnelle de novembre dernier a voté à plus de 90% et doté d'un pouvoir fort, sans Premier ministre et où l'Assemblée nationale ne pourra pas gouverner. Est-ce qu'on doit en avoir peur de cette réforme-là? Je pense que les textes et les institutions ne constituent pas le problème démocratique. Parce que les textes ont toujours été bien organisés. Les dispositions des textes ont toujours été bien faites. Le problème, ce sont les personnes qui appliquent ces textes. C'est au niveau de l'application des textes qui fait défaut. Lorsqu'on a à la tête du pays des patriotes qui sont conscients de l'intérêt supérieur de la nation, ces patriotes feront en sorte que l'intérêt supérieur de la nation, le bonheur du peuple, l'épanouissement du peuple, le développement de la nation gabonaise soit prioritaire. Et donc, je pense qu'on ne doit pas forcément s'inquiéter des dispositions constitutionnelles, mais beaucoup plus des individus qui doivent mettre en effectivité ces textes. Dernière question, comment percevez-vous cette transition post-Bongo tant attendue par les Gabonais? On peut affirmer qu'on arrive vraiment à une réelle rupture avec l'ancien régime? Bien, le coup de libération a été, bien sûr, je fais partie de ceux qui ont manifesté leur joie à cet événement et qui ont félicité le président de la transition ainsi que tous ceux qui ont participé. Parce que lorsque dans une nation, la possibilité démocratique n'existe plus, le seul recours reste le coup d'État. Et c'est un coup d'État qui arrive au moment où les Gabonais en avaient marre, les Gabonais voulaient changer de magistrat à la tête du pays. Et comme je vous ai dit, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est dans la posture d'un chef qui veut faire les choses progressivement, qui veut opter pour une rupture plutôt progressive qu'une rupture qui est brusque, pour ne pas amener à un dysfonctionnement ou alors amener à un blocage du fonctionnement de l'État du fait qu'il y ait des éléments de l'ancien régime qui sont là et qui sont dans les administrations. Donc je pense que c'est plutôt dans ce positionnement-là que le chef de la transition, le président Brice Oligui Nguema, se positionne et se définit. Eh bien, merci Madame Mireille Mengue-Moto, spécialiste des questions de géostratégie. Merci pour votre venue. Merci Madame Vemba. Je voulais juste m'exprimer dans le sens de lancer un appel aux Gabonais et dire que les Gabonais, nous avons cette fois notre destin en main. La trajectoire que nous voulons donner à notre pays, c'est à nous de la définir et non pas l'extérieur ou un personnage quelconque. C'est à nous de prendre les rênes du pouvoir, c'est à nous de définir la trajectoire et quels que soient les obstacles qui vont se manifester dans l'idéal démocratique que nous, citoyens gabonais, nous définissons, c'est à nous également de pouvoir faire l'effort de maintenir notre position et d'arracher la liberté, la souveraineté qui revient normalement au peuple gabonais. Merci beaucoup, c'était l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.